quatre cas de figure de projet en recherche-création qui sera animé par Laurence Ouellette-Tremblay, que je vais vous présenter. Donc, elle a publié 2 recueils de poésie, Était une bête en 2010 et Salut loup, ainsi qu'un récit, Henri de ses décors, en 2018 aux éditions de La Peuplade. Elle enseigne la création littéraire à l'Université McGill. Merci d'être avec nous. Merci Martine Emmanuel. Bonjour tout le monde, bon matin. Très heureuse d'être avec vous et d'être l'animatrice de cette table ronde, en fait, avec 4 êtres que j'aime beaucoup et que j'ai très hâte d'entendre parler. Lorsque l'on discutait, Marie-Pascale, Claire et moi, lorsque l'on discutait de l'allure qu'allait prendre notre matinée pour les États généraux, on s'est entendu pour faire consensus autour de l'idée que la recherche-création au Québec, justement, nous ne voulions pas la définir. Donc, ce que Jean-Marc a dit tout à l'heure résonne particulièrement dans cette volonté de ne pas clore le problème, de ne pas la figer non plus et de reconnaître la richesse, en fait, de chacun des départements qui l'enseignent au Québec, en fait, et qui ont chacun leur spécificité, qui ont chacun leurs demandes et leurs exigences. Donc, c'était dans l'idée de cette diversité-là qu'on a mis sur place, qu'on a mis sur pied cette table ronde, en fait, dans l'idée d'offrir un panorama de ce qui se fait avec 4 cas de figure, dans cette volonté justement de ne pas clore la définition de la recherche-création et de montrer, pour reprendre un mot d'Hélène Frédéric, sa fécondité, en fait, ce qu'elle peut concrètement révéler, donner, créer. Donc, sans plus tarder, je vous présente notre première intervenante pour cette table ronde qui s'appelle Gabrielle Giasson-Dulude. Gabrielle a publié 2 livres, Les Chants du Mime en 2017 et Portrait d'homme en 2015 aux éditions du Norrois. Et elle vient tout juste de déposer, bravo Gabrielle, pas tout juste, c'est-à-dire en juillet, une thèse en recherche-création à l'UQAM sous la direction de Jean-François Hamel. Donc, Gabrielle, à toi la parole. Je voulais en fait faire une thèse qui est un essai. Donc, c'était ça mon point de départ. Et ça a été vraiment ça le désir que j'ai eu tout le long du parcours. Et avec bon, le stress aussi que ça pouvait impliquer parce que j'entendais à droite, à gauche, ou je voyais lors de soutenances de thèses, bon, en fait, j'entendais entre autres une femme dire « une thèse n'est pas un essai ». Donc, là, moi, je commence avec ça, puis je fais « mais moi, je veux faire ça ». Et là, je me dis « mais pourquoi c'est pas un essai ?» Et honnêtement, je n'ai pas trouvé de réponse dans la mesure où un essai pense, un essai réfléchit, construit et vit dans les idées. Donc, je me disais « mais non, il n'y a rien là, qui me dit qu'une thèse n'est pas un essai. » Donc, voilà. Mais bon, ça n'enlève pas toutes les difficultés. Comment je fais ça? Il y a eu bon, beaucoup d'étapes. L'étape des demandes de bourse, l'étape de l'examen doctoral aussi, dans lesquels je n'ai pas fait exactement un essai, là. Forcément, il fallait que je brode, que je cherche comment faire, en fait, et que je propose des questions, que je réfléchisse autour de mon objet. Quand j'arrive au moment de la rédaction, je me rends compte que je suis un peu coincée avec ce que j'ai pour parvenir vraiment à faire ce que je veux, c'est-à-dire une thèse qui est un essai. Et là, j'ai des tendinites au bras, donc c'est le corps aussi qui est coincé. Et je vais chanter dans la cage d'escalier de l'université, un peu en détresse physique et psychologique, sans doute. Donc, je vais chanter dans la cage d'escalier de l'UQAM une première fois et je commence à écrire autour de ces séances de chant en cage que je me mets à appeler comme ça. Et j'écris, en fait, c'est à ce moment-là que j'ai commencé vraiment à trouver la forme de mon essai, c'est-à-dire en incluant les lieux.
et les moments où je pouvais être vraiment dans un rapport corporel à l'université. Et donc, faire circuler tout ça dans ma pensée aussi, dans mes réflexions. Donc, je me mets à lire aussi. Je suis des cours de chant. Et je me mets à lire beaucoup d'ouvrages sur la technique vocale. Et j'ai aussi l'idée de parler de la voix écrite, comme on en parle souvent, mais vraiment en lien avec le chant. Et de rendre ça vraiment charnel dans une réflexion qui accompagne une pratique complètement. Donc, pas dans la métaphore, mais vraiment en fait, créer les métaphores à partir de l'expérience. Donc, je vais chanter dans ma cage tous les jours et j'y vais, je me fais des longues séances, puis c'est vraiment des séances d'exercice, de pratique vocale, de technique et de répétition pour des moments où je vais chanter dans un club de jazz et soirées pour amateurs. Et donc, je mets ça en pratique les dimanches et je retourne me chanter et écrire ma thèse en parallèle. Donc, la voix prend de l'espace et là, il y a toute une réflexion autour de délier sa cage thoracique au sein de cette cage d'escalier, au sein de cette université et un rapport aussi au mur de béton qui me renvoie ma voix. Parce que c'est le dur qui renvoie la voix. Donc, si on chante dans un chant, la voix se perd. Donc, cette institution-là me permet aussi, cette idée-là que je peux vibrer ici, dans cette cage. Et la thèse s'appelle « Entre les murs des voix ». Alors, c'est aussi cette idée-là de la voix qui me revient, mais aussi des échos qui me reviennent, donc au sens littéraire aussi, au sens des œuvres que je lis. Donc, je travaille avec des échos et avec des voix. Mais en même temps, il y a aussi cette idée-là des séparations entre les blocs de béton au sein de l'université. Donc, cette idée-là aussi que chacune des voix, a son espace et qu'il faut aller chercher les voix parce que les voix sont aussi séparées par cette institution-là. Donc, c'est vraiment un rapport, en fait, peut-être toujours un peu conflictuel que j'entretiens avec l'université, mais l'université qui est aussi le lieu qui me permet ce travail-là. Alors, il y a ça, il y a aussi des questions d'autorité qui s'installent. Il y a les gardiens de sécurité, entre autres, qui me permettent de parler en fait, est-ce que je peux faire ce que je fais ici? Parce que les gardiens de sécurité montent à tout bout de champ et me voient le visage et font « Ah, OK ». Donc, les redescendre. Puis là, je me dis, mais j'ai le visage de l'institution, je peux être ici. Et là, je me demande aussi qui seraient les gens qui ne pourraient pas être ici. Et éventuellement, je m'en doute, mais éventuellement, je monte pour aller chanter. Et là, je vois quelqu'un qui est couché, sans-abri qui est couché à l'endroit où je vais chanter. Donc là, tout ça, je l'écris, tout ça. Et je réfléchis aussi à, ça m'amène aux questions des privilèges. Qu'est-ce qui fait qu'on peut occuper un espace? Donc, voilà pour ça. Je cherche une émancipation de ma propre voix dans tout ça. Et il y a aussi l'idée d'occuper l'université au sens d'une occupation. Et je vois, par exemple, des graffitis. Ma cage d'escalier aussi, je l'aime beaucoup parce qu'elle a ces graffitis-là, justement, autour. Et je lis, entre autres, une phrase qui apparaît à un moment donné, « Balade-toi la nuit à l'UQAM ». Donc, ça aussi, tout ça me nourrit. Et il y a le lieu de la cage d'escalier. Maintenant, il y a aussi le lieu de mon bureau. Donc, j'écris vraiment au sein de l'université aussi, dans un bureau d'assistante de recherche qui est un bureau aussi dans ce bloc de béton sans fenêtre qu'on connaît. Et donc, qui est ma petite grotte aussi. Donc, c'est toujours cette espèce de tension-là entre l'endroit que je peux occuper, l'endroit que j'occupe, l'endroit qui m'accueille aussi, parce que j'ai aussi accès à ce bureau-là. Donc, c'est cette question-là encore du privilège. Et
Et donc, c'est ça, l'écriture se met en dialogue aussi dans ce bureau-là avec le chant. Bon, je dis à un moment donné, dans un moment où je suis dans le bureau, je ne sais plus vraiment dire maintenant si j'écris ou si je chante. Donc, il y a cette idée-là, là, vraiment que ça se rejoint. Éventuellement, il y a la salle de classe qui apparaît parce que je me mets à enseigner. Et donc là, j'ai une charge de cours en création littéraire. Et là, c'est la question de l'autorité aussi qui est la mienne, qui m'est prêtée par l'institution. Donc là, je continue à réfléchir à cet espace-là que je peux occuper à ce moment-là. Tout ça dialogue avec des questions théoriques, des approches, notamment celle de Jacques Rancière, qui, bon, dans Le Maître ignorant, dit qu'on peut enseigner ce qu'on ignore dans la mesure où on cherche l'émancipation, bon, la sienne et celle de l'autre, et qu'on considère les intelligences égales ou à potentiel égal, et qu'en fait, on cherche à encourager la volonté de l'autre à se développer. Donc, j'essaie de travailler avec ça concrètement. Et il y a aussi la pensée de Bell Hooks qui cherche vraiment un enseignement comme pratique de la liberté, comme pratique d'émancipation aussi. Donc, tout ça, bon, dialogue avec mon travail en cage d'escalier qui continue. Et donc, c'est vraiment un travail d'écho que j'ai voulu faire. Et c'est comme ça que j'ai réussi à trouver vraiment l'espace de l'essai dans ma thèse. Je pense aussi à l'idée d'une autorité fragile. Parce que je réfléchis aussi à l'espace qu'on occupe et à la façon dont on occupe un espace. Et donc, cette idée-là qu'une autorité peut être fragile, dans l'écriture, forcément, parce qu'on va forcément, on est confronté à une fragilité. Et c'est ce que j'essaie aussi de transmettre en classe. Je pense que j'ai dit ce que je voulais dire. Bon, tout ça dans une écriture, c'est ça qui est essayistique et qui veut allier l'expérience autant que la pensée. Merci. À la pensée. Merci, Gabrielle. Ça donne un très beau coup d'envoi à cette table ronde, puisque en recherche-création, il faut souvent s'arranger de la structure avec la structure. Donc là, cette double, tu l'as fait in and out, I would say. So, merci beaucoup pour cette première intervention. On va continuer, si vous voulez bien, avec Myriam Thibault, qui est à ma gauche. Myriam Thibault, qui vient de déposer un mémoire en recherche-création à l'Université McGill sous ma direction. Je suis bien fière. On a eu un très beau parcours. Et très fière de mon étudiante. Elle a publié divers textes dans diverses revues sous le nom de Myriam de Gaspé. Donc, Myriam, à toi la parole. Merci, Laurence. Oui, donc moi, je ne sais pas si vous m'entendez bien. OK. Donc moi, je vais parler d'un mémoire, donc comme Laurence m'a déjà annoncé. Donc un mémoire en recherche-création. Donc 2 volets, recherche-création. La recherche à McGill, c'est vraiment une recherche théorique. Donc c'est vraiment comme un mini-mémoire de recherche. Donc ça ne peut pas être un essai libre. Donc déjà, c'est une forme particulière. Et c'est un mémoire qui a porté sur les liens entre psychanalyse et poétique d'une manière très générale, là, avec une incursion dans les études de genre. Donc, le premier volet, qui s'appelle « Saisir l'impasse du symptôme, métaphore et accumulation dans les mots pour le dire » de Marie Cardinal, propose une analyse poétique de ce célèbre roman, donc un roman best-seller, qui raconte la psychanalyse d'une femme souffrant de ménorrhagie. Au fil de sa thérapie, la narratrice découvre que ces segments sont symptomatiques de sa relation avec sa mère, une femme froide et autoritaire qui lui a transmis la honte de la sexualité féminine, et une mère aussi qui a tenté à plusieurs reprises de se faire saigner pour avorter d'elle. Le sang, dans le roman, se trouve donc lié à la féminité, mais aussi à la violence et à la mort. Le titre du roman, Les mots pour le dire, inscrit l'œuvre dans une recherche poétique. Comment bien dire? Et comment dire, en particulier, la souffrance du corps féminin. Comme l'ont mis en lumière la psychanalyse et les études de genre, le corps, à plus forte raison lorsqu'il est marqué par le genre féminin, comporte une part d'innommable, attribuable à son nouage complexe avec le langage.
Il s'agissait donc, dans la partie théorique, de questionner ce rapport complexe et paradoxal entre corps et langage à l'aide de la psychanalyse, Clotilde Le Guil et Jacques Lacan, des études de genre, Judith Butler, et de la pensée d'Henri Méchenique sur le rythme, pensée qui engage à la fois corps et langage. La psychanalyse m'a servi comme outil poétique, me permettant d'entrer dans les rouages du texte au-delà d'une simple analyse psychologique du personnage, comme on voit souvent avec la psychanalyse. Car c'est à travers des procédés poétiques, en fait, que Marie Cardinal arrive à raconter ce qu'elle appelle la chose, et écrit entre guillemets, à savoir la souffrance de sa narratrice. Une souffrance genrée liée au fait d'habiter un corps dit féminin. Je me suis donc penchée sur deux figures de style omniprésentes dans le roman, la métaphore et l'accumulation, qui sont présentes en fait quand il est question de la chose, de la souffrance de la narratrice. Cardinal emploie d'abord la métaphore pour désigner la chose de biais, par analogie donc, reliant les marqueurs sociaux de la féminité à la mort. Ces figures, qui dépeignent le sang comme un liquide mortifère, pointent vers l'origine des ménorragies, l'aveu des tentatives d'avortement de la mère. Elles fonctionnent par déplacement, comme le symptôme lui-même, agissant comme symptôme textuel du corps féminin en souffrance. L'accumulation, quant à elle, témoigne du modus operandi de la chose qui assiège totalement le corps de la narratrice, mais sa structure ouverte laisse un reste, car l'accumulation n'est jamais finie, jamais finale, ce qui souligne la difficulté de raconter la souffrance. Et c'est finalement par la scansion que l'accumulation donne à la phrase que le corps se laisse voir dans le texte, que le corps et les ravages de la chose mortifère se laissent voir dans le texte. L'œuvre de Cardinal témoigne finalement de la possibilité de saisir l'impasse de ce nouage entre corps, genré et langage à travers l'expérience poétique. Le volet création, intitulé L'embouchure, est un récit d'autofiction composé en fragments. Il raconte une enquête psychanalytique mise en branle à partir de récits de rêves récurrents sur le fleuve Saint-Laurent. Dans ces rêves, le fleuve est symbole de la mort. Il se ramasse en une énorme vague qui menace d'avaler la narratrice. Et dans d'autres rêves, ce sont les animaux qui y habitent qui menacent de la dévorer. Donc, la narratrice remonte à la source de cette insistante production onirique, cherchant à déchiffrer le message porté par les rêves. C'est lors d'un exil dans le chalet familial qui fait face au vrai fleuve qu'elle se met à raconter par l'écriture, démarrant l'enquête du même mouvement entre souvenirs, récits de rêves et séances de psychanalyse. Elle retrace sa rencontre avec Mira, cette femme, la première, dont elle est tombée amoureuse. Pour parvenir à assumer son désir, elle doit d'abord dénouer sa relation à sa mère, car cette dernière se trouve impliquée dans ce rapport comme en creux. Sa mère ravage, selon le mot de Lacan, la narratrice doit d'abord l'accepter dans ses effusions d'amour, puis s'en détacher symboliquement, transition qui s'amorce au cours d'un séjour chez elle, chez la mère donc, en Bretagne. Le rêve, dans ce contexte, révèle la limite qu'il faut pour ne pas se laisser ravaler, pour naviguer le désir au-delà du fantasme de dissolution océanique. Dans l'embouchure, l'écriture permet cette contenance. Elle boucle l'expérience psychanalytique. Ainsi, la narratrice trouve-t-elle des mots pour se raconter, à la manière de l'héroïne de Marie Cardinal. Car c'est là le fil conducteur du mémoire, le processus de déconstruction et de reconstruction subjective qui permet de dépasser le fantasme océanique passe par une réinvention de la langue. C'est se faire une poétique propre, trouver les mots pour se dire. Dans le cas de l'embouchure, la voix narrative a pris forme au fil des associations et des doubles sens, une voix fortement marquée par les jeux rythmiques, les assonances et les allitérations, ainsi que par un usage atypique de certains signes de ponctuation. Le mode autofictionnel de l'écriture a finalement permis de donner à voir le fantasme océanique à même le texte, d'en montrer donc les rouages plutôt que de l'expliquer. Pour conclure, l'écriture de ce mémoire fut une expérience pour le moins étrange, riche par ses impasses et par les trouvailles qu'elles ont fait naître, du fait que la maîtrise portait justement sur ce qui échappe à toute maîtrise, à savoir l'inconscient, dans son rapport au langage, donc l'inconscient qui est à la fois corps et langage. À défaut d'en avoir la maîtrise, j'en aurai au moins l'exercice. Merci.
Merci Myriam pour ce deuxième cas de figure, justement, où tu montres bien que le chemin, spécialement en recherche-création, le chemin n'est jamais linéaire, dans le fond, et il faut accepter le dérangement qu'amène le texte à l'expérience. Continuons, si vous voulez bien, avec Kevin Lambert. Kevin Lambert qui a publié le livre « Tu aimeras ce que tu as tué » en 2017 et « Querelle de Roberval » en 2018 chez Héliotrope, Querelle étant présentement finaliste pour le prix Médicis. Bravo, Kevin. Non, Christine Angot l'a gagné. Ah non, c'est vrai. Elle aurait eu mon vote, il a d'ailleurs. perdu. Non. Excusez. Il rédige une thèse en recherche-création à l'UDEM sous la direction de Ginette Michaud, la co-direction de Ginette Michaud et Catherine Mavrikakis. Kevin, un plaisir de te recevoir aujourd'hui. Merci. Une chose est défendue à l'université, c'est de ne pas faire de projet, de ne pas savoir quoi faire avant de le faire, ou plutôt de ne pas dire ce qu'on va faire, ce qu'on aura voulu faire une fois le projet accompli. La loi à laquelle la création et la pensée à l'université doivent obéir, on pourrait la formuler ainsi, défendue de ne pas tenir de métadiscours. Un métadiscours, faudrait-il ajouter, qui a la particularité de se placer toujours avant le texte, en amont, dans une énonciation prospective qui demande l'autorisation, l'admission, le financement, et qui, pour cela, pose, annonce, invoque, élabore, esquisse. Que faire dès lors si on veut écrire à l'université, mais qu'on donne aussi raison au Roland Barthes de la préparation du roman qui affirme qu'écrire n'est pleinement écrire que s'il y a renoncement au métalangage. La place de la création littéraire à l'université demeure ambiguë. Le problème avec le projet universitaire, c'est qu'il donne difficilement place à l'inconnu, à l'inattendu, à l'improvisé, au frivole, à l'inquiétant, à l'impensable, à l'insu, voire à la bêtise qui sont souvent présentes dans une démarche d'écriture. Il faut toujours débuter par le projet, les conclusions devant être préalables à l'œuvre. L'université aurait peut-être fini par tuer quelqu'un comme Marguerite Duras, qui n'aurait pas pu affirmer dans son dépôt de projet, comme elle le fait dans « Écrire », que l'écriture, c'est l'inconnu. Avant d'écrire, on ne sait pas ce qu'on va écrire. Et en toute lucidité, si on savait quelque chose de ce qu'on va écrire avant de le faire, avant d'écrire, on n'écrirait jamais. Ce ne serait pas la peine. Écrire, c'est tenter de savoir ce qu'on écrirait si on écrivait. On ne le sait qu'après. Avant, c'est la question la plus dangereuse que l'on puisse se poser. Et j'aime aussi la fin de la citation, mais la plus courante aussi. Il est possible que je sois sévère envers la logique du projet ou que je lui donne une importance démesurée. Après tout, une fois les propositions d'articles et de communication acceptées, les bourses et le financement reçus ou non, nous serions libres, jamais enchaînés à la promesse dont la rédaction préalable s'apparente rétrospectivement à un travail de fiction. Cette structure a néanmoins été épuisante pour moi d'un point de vue créatif. Je veux interpréter brièvement ce tiraillement. Je m'en suis toujours tiré comme un voleur ou une voleuse en faisant autre chose que ce que j'avais annoncé. Le projet de création initial de ma thèse était fort différent de celui que j'achève actuellement. J'ai dû un peu tuer le projet pour construire un autre livre dessus. Mais le projet est-il vraiment mort? Assassine-t-on aussi facilement un fantasme et quelle est la persistance de son cadavre? J'aimerais mesurer comment ce qui a été mon projet de thèse a pu être formaté par les structures créatives du cadre universitaire, comment il a pu être figuré ou défiguré par la matière de l'institution, par ses demandes productives et rédhibitoires, par l'organisation de la pensée que soutiennent, contrôlent, déploient, commandent les discours sur la planification, sur la projection des projets académiques. Je ne me risquerai pas à dater le fantasme qui a sous-tendu mon projet de création abandonné parce que je ne l'ai pas fait finalement, même si j'en ferai une brève généalogie. Je peux dire, je crois qu'il a commencé à générer de l'écriture sous forme de métadiscours à la 3e année du bac, il y a 6 ou 7 ans, alors que je devais remplir pour la première fois les demandes de bourse pour la maîtrise. Mon fantasme d'alors était nourri d'une lecture, celle de l'œuvre de Victor Lévy-Beaulieu, et d'une fascination pour sa grande tribu, un livre annoncé par l'auteur et tenté par les personnages de ses romans depuis les années 70, puis vraisemblablement publié en 2008 sous la forme d'une grotesquerie qui décevait toutes les promesses faites depuis 40 ans, tant dans la fiction que dans la réalité. J'ai élaboré un projet de recherche auquel s'est greffé par la suite, pendant ma première année de maîtrise, un projet de création influencé par mon projet de recherche, mais aussi par ma rencontre avec l'œuvre d'Hélène Sixou, un projet de roman dont je cite ce que j'écrivais alors, là, donc la première fois. L'objectif serait d'aborder le travail créatif en tant qu'acte intimement lié à sa projection dans l'avenir, mais aussi de mettre en œuvre les paradoxes reliés à l'écriture d'un livre perçu comme impossible, mais dont le potentiel sera sans cesse relancé par une narration fantasmant sa réalisation.
Il se peut que tout ce projet, j'ai réalisé ça récemment, pendant le doctorat, il se peut que tout ce projet n'ait été qu'un mensonge métacritique, conscient ou non, qui m'ait permis de faire mon chemin parmi les formulaires, les séminaires et les examens, d'y survivre en commentant ou en moquant l'aspect anticréatif que peuvent revêtir l'obligation à tout prévoir. Demeure que je n'ai jamais fait ni le projet de recherche ni le projet de création. Une fois en rédaction, après ma première année de maîtrise, tabula rasa, j'ai tout tassé pour écrire autre chose, quelque chose que je n'aurais pas déjà parcouru, prédit, annoncé. Avec le recul, à mesurer l'écart entre ce que j'ai fait et ce que j'ai dit que j'allais faire, tant à la maîtrise qu'au doctorat, en prenant aussi en considération le fait que mon projet de doctorat est en quelque sorte une version reformulée du projet inabouti de la maîtrise, on pourrait presque croire que j'ai fait semblant d'étudier et d'écrire sur le rôle de la projection dans le processus créateur. Stricte parade. Mon livre que je n'écris pas, donc c'est une expression de Cixous, celui que je n'écris pas au moins depuis que j'en ai formulé l'idée au bac, si je le réduis à sa plus simple expression, revêt cette constante. Il s'agirait d'une œuvre métaromanesque qui mettrait en abîme un livre impossible ou inventé et qui commenterait par la fiction le rôle de l'élaboration fantasmatique dans la création littéraire, mais aussi ses empêchements. Tout se passe comme si j'avais mis en abîme la situation folle dans laquelle je me trouvais à parler dans un examen de synthèse, dans 2 séminaires, dans des demandes d'admission, dans 26 000 dépôts de projet, dans presque autant de demandes de bourse et de conversation, d'un texte comme s'il était devant moi alors qu'il n'en existait pas une seule ligne, une fable qui parlait obliquement de mon désarroi à tout planifier, de l'effet que cela produit sur le désir. Comment je m'en suis tiré et est-ce que je m'en suis tiré? Je pense pas. J'ai relancé ce fantasme vers la thèse. L'essai que j'achève en ce moment s'intéresse au processus créateur dans sa relation avec le désir d'une part et la matérialité du support livresque de l'autre. Je me demande pourquoi les écrivains et les écrivaines ont-elles et ont-ils, en reprenant les composantes du fameux livre malarméen, placé une partie de leur œuvre sous le magistère précisément d'un fantasme de roman. Je constate dans mes réflexions que les fantasmes se traduisent fréquemment par une volonté de défaire l'objet livre ou de congédier, de transcender la matérialité du support et des conditions d'écriture. Je développe une conception de la création dans cette perspective-là comme intimement liée au ratage, donc au carrefour de la psychanalyse, des théories queer et de l'histoire du livre. Et j'analyse différentes modalités de ces ratages dans les œuvres littéraires et dans la théorie, chez Victor Lévy-Beaulieu, chez Lynn Cixous, chez Barthes, chez Marie-Claire Blais, mais aussi mon corpus, il n'y a pas beaucoup de centralité dans mon corpus, mais je commente aussi Joan Didion, Zadie Smith, Evelyne Grossman, Céline Dion et Ginette Renaud. Donc la partie, parce que c'est en 2 parties aussi, comme tu l'as dit, à l'Université de Montréal, la partie roman qui s'intitule « Que notre joie demeure » s'inspire de son côté de la prose vaste et compassionnelle de Marie-Claire Blais, particulièrement dans le cycle Soif. Le roman explore la forme polyphonique et la représentation de la vie psychique. Donc c'est un concept de Dorit Cohn. Le travail de préparation m'a amené à m'intéresser au roman moderne, moderniste, disent les anglophones. Depuis le début du 20e siècle, Henry James, Virginia Woolf et Marcel Proust forment avec des textes thématiques sur l'architecture, l'économie et la ville mes inspirations en création. Je me questionne avec Blais sur l'héritage possible de cette conception du roman aujourd'hui. Je fais subir à ma réflexion sur la création littéraire un léger déplacement. Comment un empêchement imposé de l'extérieur est-il vécu par une créatrice qui souhaite produire une œuvre? Mon roman politise cette question en mettant en scène une architecte québécoise qui décroche enfin, après une rutilante carrière internationale, un grand projet à Montréal. Ce projet connaîtra cependant une forte contestation populaire. C'est par le prisme des classes sociales et du privilège économique que je relis les œuvres mentionnées plus tôt et que je m'intéresse aux affects que suscite la contestation des inégalités chez celles et ceux que ces inégalités favorisent. Que notre joie demeure me permet aussi de décrire les processus d'embourgeoisement qui touchent actuellement Montréal et l'évolution des disparités économiques au Québec depuis les années 80. À repenser à ce que j'ai fait, j'ai bien peur d'avoir encore une fois raté le projet, de l'avoir esquivé une fois de plus. Roland Barthes écrit toujours dans la préparation du roman que le fantasme fonctionne toujours comme le reste irréductible de toutes les opérations de réduction méta-romanesque. Si on pousse la logique de Barthes à terme, mon fantasme ne se situerait pas dans la planification ni dans la réalisation, mais dans ce qui résiste à l'opération de réduction métaromanesque du projet. J'aurais ainsi un autre désir que je ne connaîtrais pas et qui serait le reste de tout ce que je peux dire ou même écrire dans ma thèse. Il continue donc peut-être son chemin hors de tout projet, mon propre livre que je n'écris pas, celui qu'Hélène Cixous n'a, de son propre aveu, jamais cessé de ne pas écrire en continu, le livre laissé pour mort pour chaque livre que j'écris, au prix d'un livre que je n'écris pas. Voilà.
Merci, Kevin, pour cette présentation qui nous rappelle la nécessité de faire passer l'idée au tamis de l'écriture pour voir si ce qui, justement, persiste ou résiste ou se dissout du fantasme. Effectivement, dans cette projection universitaire, parfois l'écrivain se retrouve un brin démuni ou bridé, je dirais. Merci, on aura l'occasion d'en reparler lors de la période de questions. Je vous présente notre dernière participante aujourd'hui pour notre séance de ce matin, qui est Camille Gascon-Détoung, qui fait présentement une thèse en recherche-création à l'UDEM sous la direction de Jean-Marc Larue et de Claire Legendre. À toi la parole, ma chère. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors, une thèse et son double, perspective intermédiaire sur l'effet d'authenticité des théâtres documentaires, suivie d'une création sans titre pour le moment, qui n'est pas encore morte, mais je sens que ça va venir. On va faire comme si elle était toujours vivante. Donc, l'authenticité dans son acception subjective, associée au vrai, au sincère, est prisée, vendeuse. On le constate par l'abondante occurrence du terme dans les discours contemporains. Des personnalités publiques fondent sur cette qualité leur persona. Plusieurs créateurs des arts de la scène, particulièrement dans les pratiques documentaires, en font l'un des fondements de leur recherche artistique. Sincérité d'un témoignage, naturel d'un acteur non professionnel, transparence de l'artiste qui avoue les artifices de sa création, les écueils de sa quête. Bien qu'elle soit indémontrable, comme l'a qualifié Benoît Melançon, l'authenticité est posée le plus souvent comme la qualité substantielle de certains objets, personnes, discours, démarches, représentations. Substantiel et donc atemporel. Ce que le terme recoupe est pourtant le résultat d'une conjoncture, puisqu'il se voit investi de nouvelles significations lorsque l'autorité qui la fonde change et que les perceptions se transforment. Au théâtre, si l'authenticité est associée tout d'abord à la présence en scène non médiatisée, directe, plutôt que reproduite technologiquement, elle est aujourd'hui, et sous l'influence de la performance, opposée plutôt à la représentation. Celle-ci étant remise en cause au profit d'une présentation qui serait plus authentique puisque non reproductible. Les créateurs et créatrices de mon corpus, comme la compagnie Système Kangourou par exemple, valorisent ainsi au nom de l'authenticité l'accident, le danger, la mise en jeu du corps et de la subjectivité des performeurs-acteurs, autant de caractéristiques des pratiques performatives. Adoptant sur ce phénomène une perspective intermédiaire et performative qui me permet d'éviter une approche essentialiste, par exemple, les acteurs non professionnels qui témoignent en leur nom propre sont-ils intrinsèquement plus vrais que les acteurs professionnels? Je m'intéresse aux interactions entre les médias humains et non humains, plus spécifiquement à la remédiation que Boulter et Grusin définissent comme la représentation ou l'intégration de médias dans un autre, une pratique artistique que je considère aussi comme un média. Je postule que la remédiation des éléments de la pratique performative par les théâtres documentaires a pour but de créer ce que je nomme l'effet d'authenticité. L'authenticité n'est ici plus intrinsèque à certains objets, ne s'oppose plus à la théâtralité ni à l'artificialité. Elle devient un effet, elle peut surgir à tout moment. Ce volet de ma thèse, orienté par une hypothèse dite dure, dressée comme un phare que je tâcherai de ne pas perdre de vue, puisque la recherche ne souffre pas les formes bâtardes, molles, ouvertes. Ce volet, donc, sera accolé à une création que j'aborde comme un espace de liberté grande, pour reprendre les mots de Julien Crac, l'espace de l'hétérogénéité, de l'inter. Je m'intéresse ici aux idéologies qui se réclament de l'authenticité comme aux autorités qui la fondent et qui, en revanche, en tirent leur légitimité, leur pouvoir de persuasion. Comment peut-on acquérir ou perdre cette qualification? Mes réflexions portent plus particulièrement sur des figures publiques qui se nourrissent du mythe contemporain du moi véritable, du soi profond. Ces figures font converger médias de masse et communication individuelle, effaçant la démarcation entre l'intime et le public, et parviennent à rassembler les différentes facettes de leur personnalité sous une forme harmonieuse, cohérente et stable, malgré les différents supports sur lesquels elles apparaissent, ce que j'envie beaucoup. Si l'authenticité est ici thématisée, je tente aussi d'en susciter l'effet que je définis dans le volet recherche. Je me bute cependant à l'une des limites des liens possibles entre les deux facettes de ma thèse. Les œuvres du corpus ont été pensées en relation étroite avec le plateau de scène et seront étudiées à partir de leurs manifestations scéniques. Pour la création, je dois reporter les réflexions soulevées par mes analyses dans l'espace de la page. Puisque je suis à l'Université de Montréal et que mon texte sera tout d'abord lu par un jury et non mis en scène, il devra contenir la possibilité de la scène sans pour autant y être attaché. Comment penser les caractéristiques de la performance scénique à même l'écriture? Performance qui serait ontologiquement liée à la disparition, selon Peggy Felland, alors que l'écriture est trace.
Un premier passage entre les deux pratiques s'ouvre par la mise en jeu du jeu et de la subjectivité, de même que par le dévoilement de soi, un moyen par l'écriture de courir un risque dans le réel, pour reprendre une idée de Michel Léris. Une forme très épurée de théâtre documentaire me permet d'y parvenir, je crois, j'espère. La conférence-spectacle qui conserve de la conférence la démonstration, l'argumentation, l'adresse directe, tout en n'excluant pas, comme le soutient Clarisse Bardiot, je cite, l'autobiographique, puisqu'elle met l'artiste au premier plan, l'expose dans son rapport au monde. Et j'ajouterais, m'expose dans mon propre rapport à l'authenticité, jetant ainsi un doute sur l'objectivité supposée de ma recherche. Cette transparence me faisant paradoxalement gagner quelques points sur l'échelle de l'authenticité. Enfin, si je tente de maintenir le lien, l'articulation entre les deux volets de ma thèse, il me semble que comme nous ne parvenons jamais totalement à faire la synthèse de nos expériences identitaires en un jeu unifié, j'entrevois la possibilité que ma thèse ne forme jamais qu'un ensemble contradictoire, tiraillé entre le fantasme de l'authenticité et le désir de la démystifier. Voilà. Merci, chère Camille, pour cette réflexion sur l'authenticité et donc la singularité. En tout cas, ce que je retiens ce matin, c'est que chacun de vos projets sont très singuliers, différents les uns des autres, mais inscrits sous cette même égide qui est la recherche-création. J'entends que vous pouvez tous et toutes vibrer dans cette cage qu'est l'institution et réellement, ça me rassure le pompon complètement. Donc, j'ouvrirai, si vous voulez bien, la séance de questions. Je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle ou en ligne qui ont des interventions à faire ou des questions à poser au projet de nos participants, participantes, ou tout simplement à cette idée de la méthode, en fait, de la recherche-création dans les univers. Oui, non, oui, ah oui, bon, battez-vous. Non, c'est des blagues. Je vais laisser pour Marie-Pascale commencer et ensuite je donne la parole à Robert. Oui, donc en fait, je ne sais pas très bien. J'aimerais réagir sur cette question que j'avais posée en ouverture, en particulier par rapport à l'essai, l'écriture d'essai, où on voit dans ce que vous faites que vous ne faites pas tous la même chose et que cette question-là de l'essai, elle se pose vraiment. Alors, peut-être j'aimerais savoir, Gabrielle, comment ça s'est fait, puisque vous avez chacune parlé d'obstacles finalement, d'obstacles administratifs, institutionnels, qu'on peut transformer en tremplin aussi bien. Et puis, il y a quelque chose qui était présent, mais que je n'ai pas trop entendu, et c'est dans cette relation, dans cette part un peu peut-être plus floue de ce qui est la recherche-création à l'université, c'est la relation que quand on est en recherche-création, qu'on a avec une directrice, un directeur, une personne en fait, avec quelqu'un. Alors là, il y a quand même une relation forte, continue qui se met en place. Est-ce que, et là je la pose à vous tous et toutes, qu'est-ce que ça fait cette relation-là dans le processus? Merci, Marie-Pascale. Je vais répondre Gabrielle, à la question de l'essai. Moi, c'est, vous l'avez entendu aussi dans la façon dont j'ai construit mon intervention, c'est vraiment, pour moi, l'essai, c'est le corps, c'est la présence du corps dans l'écriture, et c'est l'expérience. Donc, j'ai été un peu coincée aussi dans les premières parties des démarches, justement, parce que c'est difficile, puis ça, tu l'as vraiment bien dit, là, Kevin, c'est difficile d'écrire ce qu'on cherche, d'écrire d'écrire une demande de bourse par écho ou par résonance ou par métaphore. Mais c'est comme ça que j'écris. C'est comme ça que je construis ma pensée. Donc, c'est comme si c'est ça, c'est vraiment, effectivement, ça nous demande de faire 2 étapes, en fait. Ça nous demande, j'oserais dire, même plus de travail. C'est-à-dire qu'il faut faire 2 fois le travail.
Donc, il faut s'imaginer un projet qui fonctionne dans un certain cadre et ensuite se dire, OK, bon, ça va, maintenant, je vais faire mon projet. Oui, et ça, je ne sais pas comment on pourrait faire pour qu'on ne perde pas de temps, en fait, parce que j'ai l'impression que des fois, effectivement, on perd du temps là, dans le processus parce qu'on passe du temps à justifier quelque chose qui n'est pas finalement exactement là, ce qu'on voudrait justifier ou ce qu'on voudrait dire ou la façon dont on voudrait penser, construire, etc. Moi, oui, il a fallu que je trouve une façon de me ramener dans justement une écriture du corps. Et c'est en trouvant ces lieux-là dont je vous ai parlé et en faisant dialoguer ces lieux-là avec la pensée, avec tous les essayistes que je lisais aussi. Ça, je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais mon idée, c'était d'écrire avec des essayistes, mais non à la manière de quelqu'un qui étudie l'essai, mais vraiment dans un rapport de dialogue et de rapport de complémentarité. C'est ça, il a fallu investir le corps, le récit, la narration pour trouver le chemin. Ça, c'était ma réponse à la première question. Mais en ce sens, quel rôle a joué la direction? Oui, voilà. La direction, ça a été une très, très belle direction, un long parcours. Je suis arrivée au début en disant à Jean-François Hamel, moi, je voudrais faire une thèse qui est un essai. Puis lui aussi n'était pas... puis c'était intéressant comme relation parce que ce n'était pas quelqu'un qui avait dirigé beaucoup de gens en création non plus. Donc, tous les deux, on apprivoisait quelque chose. Et il me disait OK, puis il me laissait l'espace et je lui parlais aussi de Rancière dès le début, du maître ignorant. Donc, c'était un peu aussi la relation qu'on a établie. Lui a pris en fait cette posture-là du maître ignorant et s'est dit je te suis, je t'accompagne. Ça s'est vraiment fait comme ça. Puis c'est certain que c'est une des choses qu'on va trouver à l'université, là, cet accompagnement-là. Je pense que le fait de faire des études nous donne aussi cette relation-là qui est très aidante. Là. Le fait d'avoir quelqu'un qui nous lit, en fait, c'est un luxe. Là. C'est un privilège aussi d'être accompagné dans un travail aussi longtemps. Merci. Et j'ai l'impression aussi, si je peux renchérir, en fait, que la direction, en tout cas, quand moi je dirige des étudiants en recherche-création, contre cette férocité institutionnelle parfois, où il y a beaucoup de découragement, le rôle, c'est d'être l'oreille qui maintient vivante qui maintient vivant, le côté créatif du projet, justement, ça part d'incertitude, de bêtises, de frivolité, de folie, comme disait Kevin. Donc, il y a ce rôle-là, en tout cas, que moi, je me donne en tant que directrice en recherche-création. Moi, ton projet m'enthousiasme vraiment parce que je pense que ça va nous faire du bien que tu fasses, comme tout le monde qui est en recherche-création, que tu fasses un essai tout seul, pas de suivi de. Parce que souvent, il y a juste la structure binaire qui est un peu attendue, mais es-tu attendu vraiment? Est-ce que si on ne la fait pas, qu'est-ce qui arrive? On ne le sait pas. Ça nous... comme moi, je voulais faire pour la partie essai, je voulais faire un essai aussi, mais c'est très difficile parce qu'on sent toutes sortes d'attentes à quel point je dois aller dans l'analyse de texte, par exemple, à quel point je dois aller dans les sources secondaires. Comme moi, j'ai fait le choix, par exemple, de presque pas utiliser de sources secondaires parce que je parle de tellement d'auteurs, puis si je veux avoir un peu de place pour en parler, je peux pas citer toute la réception critique. Là, fait que ça demande un peu des décisions comme ça qui sont un peu anti-scientifiques, anti-universitaires. De toute manière, c'est pour ça qu'on veut faire quand on est en création, j'imagine. Mais c'est ça, je pense que le fait que toi, tu fasses juste ça et que tu défendes comme une thèse centrale, comme sous une forme essayistique, ça va nous donner beaucoup d'air à tout le monde. Je m'en suis donné à moi, en tout cas. Ouais. Ben oui, c'est ça, la voix. Robert?
la recherche-création, c'est encore un peu actuellement le serpent de mer des études universitaires. C'est-à-dire, c'est partout, ça plonge, ça revient, on ne sait pas trop ce que c'est. Et j'avoue qu'après vous avoir écouté, je ne le sais pas plus, parce qu'il semble y avoir quand même des pratiques très diversifiées, par exemple, assez proche de ce qu'on appelle le mémoire en création, avec une partie théorique, une partie création. Et ce qu'on essaie d'établir, puis comme la recherche-création, c'est-à-dire des formes peut-être plus imbriquées, plus hybrides, où les deux se déploieraient de concert. Et je suis aussi très étonné que, d'une certaine façon, et Kevin Lambert l'a particulièrement bien dit, que tout ça se fasse un peu en catimini, voire en tapinois, et qu'on soit encore à ruser avec les institutions, alors qu'il existe des subventions de recherche en recherche-création, il existe des programmes, il existe un doctorat en études et pratiques des arts à l'UQAM. D'ailleurs, j'en parlais pendant la pause, beaucoup de gens à l'UQAM vont plutôt vers ce doctorat-là quand ils veulent faire de la recherche-création que vers le doctorat en études littéraires, ce qui devrait changer, m'a-t-on dit, ce qui est en train de changer. Moi, j'ai eu une expérience, et même au doctorat en études et pratiques des arts, qui paraît très interdisciplinaire. On parlait tout à l'heure du drap blanc, par exemple, le livre de Céline Huygbardt, qui émane de ce doctorat-là, puis qui a une forme hybride, puis qui a eu un prolongement en art visuel, puis qui a eu quand même un succès considérable, un prix du gouverneur général, si je ne m'abuse. Moi, j'ai co-dirigé il y a quelques années un doctorat en études et pratiques des arts sur Claude Vivier, où il y avait un aspect musical et tout ça. Et j'ai été témoin des problèmes extraordinaires que même dans un programme interdisciplinaire comme ça a posé, parce que là, il faut que soit ça débouche sur une performance, soit que ça soit pédagogique. Et on s'est retrouvé à diriger une thèse qui n'arrêtait pas de changer de catégorie. À un moment donné, il a été question d'avoir une performance. Après ça, non, on n'aurait pas de performance, on allait faire quelque chose de pédagogique. On est arrivé à une soutenance assez pénible, finalement, où il y a des gens qui étaient complètement derrière le projet, puis d'autres qui étaient... Alors, elle a eu sa thèse, qui était, à mon avis, très intéressante, mais avec vraiment des tiraillements au sein du jury. Là, des gens qui ont dit, ça ne tient pas le coup du point de vue musicologique, par exemple. Bon, et moi, j'étais là parce qu'elle voulait faire une espèce de biographie imaginaire de Claude Vivier. Vous savez, le destin de Claude Vivier, assassiné de manière assez sordide à Paris. Bon, voilà. Mais tout ça pour dire que j'aimerais vous entendre, puis peut-être aussi Marie-Pascale, Claire, Laurence, évidemment, puis d'autres personnes, s'il y en a qui dirigent ici en recherche-création. J'avoue que finalement, je ne sais pas plus au bout du compte qu'est-ce que pourrait être une recherche-création vraiment légitime, institutionnellement acceptée, qui serait le parfait hybride entre la recherche et la création. Je vois chez Gabriel vraiment une tentative de toucher à ça. Je vois chez Kevin et peut-être chez Camille une manière de ruser avec ça. Puis je vois chez Myriam peut-être puis là, c'est peut-être McGill aussi, quelque chose quand même une façon de se plier, mon Dieu que je suis long, une façon de se plier à ce traditionnel mémoire en création avec les deux parties séparées. Bref, voilà, ça me laisse plein d'interrogations. Moi, si je peux y aller, 2 secondes. En fait, je trouve ça, c'est très intéressant ce que tu dis, Robert, mais disons, si l'institution est si rétive envers la recherche-création, c'est tannant, mais c'est intéressant aussi, parce que c'est sûr que la littérature vivante, ça inquiète. C'est sûr que les projets de création, justement, qui impliquent cette part plus sombre, cette part non, je dirais, non logocentrique, c'est stressant pour cette institution qui veut nommer, catégoriser, baliser les choses et le savoir. C'est son rôle également. Donc, cette espèce de méfiance-là, je ne veux pas la régler nécessairement et je ne voudrais surtout pas qu'on trouve la recette pour que justement, enfin, la recherche-création puisse être légitimée pour de bon. Ce qui m'importe, c'est de prêter l'oreille à la singularité de chacun de ces projets-là et d'entendre les voix qui s'élèvent dans les interstices et qui montrent bien, en fait,
qu'il y a des restes et qu'on ne peut pas tout révéler au grand jour, qu'il y a toujours des restes dans la création et la création nous le montre bien. On ne peut pas savoir avant d'avoir écrit. Tu le disais très bien, Kevin. Donc, c'est cette non-résolution-là qui, j'ai arrêté de m'en formaliser ou d'en être choquée et je la prends maintenant comme une force vive. Disons. Pardon, c'est moi qui est longue maintenant. Allez-y. Oui, si je peux me permettre, je vais rebondir là-dessus parce que c'est intéressant parce que j'ai pas du tout parlé de ça, en fait, dans ma présentation, là, un peu du processus, puis de ce que, disons, les contraintes là, avaient pu changer là, de mon projet. Mais ça a vraiment été une question, en fait, parce qu'à la base, moi, j'avais un projet d'écriture. Donc, c'était vraiment un projet de... Il n'était pas question de faire un mémoire avec ça du tout. Puis j'ai réalisé, puis c'était un essai, puis ça se voulait, bon, une autofiction, mais théorique, avec, c'est ça, beaucoup de recherches à l'intérieur, tout ça. J'ai réalisé que le projet me dépassait un peu puis que ça pouvait m'aider de faire ça dans le cadre universitaire. Donc, ça a été comme ça que je suis rentrée à la maîtrise. La manière dont c'était annoncé, euh, disons, d'un point de vue extérieur, c'était possible de faire un essai le plus libre qui ne soit pas justement un texte de recherche là, aussi contraignant, si on veut, qu'un mémoire en recherche. Quand je suis rentrée à McGill, finalement, ça n'a pas été possible de faire ça comme ça. En fait, il y a eu beaucoup, beaucoup de résistance à l'intérieur du département à ce que ça soit un essai plus libre, malgré le fait que ça semblait être possible là, d'un point de vue extérieur, sur le site Internet et tout ça. The jury is still on this one. Donc, ça a été ça a été de faire un peu avec ça parce que, bon, j'avais envie de travailler avec Laurence, donc c'était un peu, j'avais pas envie de changer d'université. Donc, ça a été de ruser un peu pour essayer de faire quelque chose avec ça, parce que moi, à la base, je voulais prendre, si on veut, tout le côté théorique du projet d'écriture, puis aller répondre à ces questions-là, disons, dans l'essai. Mais finalement, ça m'a amené ailleurs. J'ai dû prendre un objet, donc j'ai analysé un roman. Mais finalement, c'est ça, la contrainte, c'est ça qui est intéressant, c'est que finalement, la contrainte m'a amené ailleurs, mais ça m'a amené à des réflexions qui étaient vraiment essentielles pour mon projet. Puis qu'au final, c'est drôle, mais ça a été une contrainte féconde. Même si, au final, je regarde ça puis je me dis, puis là, ça m'a vraiment parlé ce que tu as dit, Kevin, parce qu'effectivement, moi, je reste avec un projet que, tu sais, il y a comme le texte que j'aurais voulu faire, que je n'ai jamais fait finalement, à la fois du côté de la recherche et de la création. Donc, c'est vrai que des fois, je me dis, ah, c'est dommage, tu sais, qu'est-ce que ça aurait été ce projet-là s'il n'y avait pas eu ces contraintes. Mais au final, ça a été fécond. Donc, voilà. Mais bon, il a fallu être usé. Oui. Moi, je trouve ça intéressant parce que vous êtes tous à la fin de votre processus et moi, j'en suis, disons, pas au début, mais j'ai passé mon examen doctoral. Donc là, tout ce qui s'en vient, tout ce que vous avez nommé, je sens que ça s'en vient. Mais ouais, je trouve ça intéressant. Puis aussi, moi, mon autre contrainte, c'est que disons que du côté de la recherche, je suis en théâtre. Donc, je me sens une certaine obligation de reporter ça dans ma création, tout en étant à l'Université de Montréal, où il n'y aura pas de salle pour présenter, il n'y aura pas de production, disons, théâtrale. Donc, je compte en fait sur le fait de devoir juste, puis je pense que c'est là au niveau de la direction, Claire, qui m'accompagne. Moi, je dis, il faut que ça débloque et fait juste écrire et on verra. Il y a des choses qui vont se tramer un peu de manière souterraine, j'espère, entre les deux parties, mais j'essaie de ne pas trop penser à cette partie recherche qui est comme beaucoup plus cadrée et claire et je sais plus où je m'en vais. Donc, voilà, c'est les deux paradoxes. Le fait d'être à l'Université de Montréal en théâtre aussi, ça me... c'est ça. Moi, j'ajouterais que, en fait, je pense que c'est peut-être contradictoire avec ce que j'ai dit tantôt. Tant mieux. Je pense que finalement, effectivement, peut-être que ça nous sert les marges ou peut-être qu'il faut rester dans les marges. Au même titre que l'essai, je pense que l'essai fuit un peu tout le temps les cloisons et cherche les mélanges. En tout cas, moi, j'aime le voir comme ça, là, chercher des liens entre des choses qu'on séparerait, par exemple. Et donc, ouais, je pense qu'on travaille aussi avec ces contraintes-là et que
moi, ça m'a toutes ces réflexions-là sur l'espace que j'avais du mal à occuper, ça m'a amené aussi à réfléchir à l'autorité, à ces idées d'émancipation, puis finalement à d'autres choses dans la vie là, qui dépassent l'université. Donc, ben voilà, ça m'a, au bout du compte, ça n'a pas nui là, à l'écriture. Mais bon. Mais autant j'ai ragé pendant mon doctorat sur des questions parce que même si j'ai fait un doctorat en recherche, j'avais cette méthode d'avancer à tâtons, cette connaissance par les gouffres et tout ça. J'ai chialé là, ben en masse. Puis là, je vais me permettre, vu que j'ai un peu d'expérience de prof, en fait, en rétrospective, quand toutes ces blessures d'ego-là sont passées, puis c'est normal de naviguer avec ça, je ne peux pas dire que les contraintes, même si c'est des demandes de bourse, de dépôt de projet, évidemment, il y a une difficulté à les faire lorsque ça implique un peu plus de création ou de liberté, disons, dans la pensée. Mais finalement, ça jette des bases, ça met des choses, si ce n'est que pour définir ce que l'on ne veut pas faire, c'est déjà ça. Alors, voilà, c'est quelque chose avec lequel il faut composer. Mais là, on est dans des réflexions, il n'y a rien de réglé là-dedans, évidemment. Je ne pense pas qu'on peut, établir une forme ultime aussi. Là, je pense que c'est ça. Ouais. Jean-Marc? Oui. Oui, parfait. Une dernière question. Oui, c'est ça. Parfait. Absolument. C'est ce que je me disais. Oui, c'est une remarque très brève, j'irai dans le sens d'Aurence, ce que tu avais dit juste avant ton avant-dernière intervention, mais qui fait écho à ce qui s'est dit aussi. On est 4 professeurs ici, je crois, hein, du département, de l'Université de Montréal, et je suis frappé de voir à quelle vitesse le concept de recherche-création s'est élargi au département. Par exemple, le projet de thèse en recherche-création de Camille aurait été impossible, il n'aurait pas été accepté il y a 5 ans. Et on peut présumer, en tout cas moi je pense que dans 2 ou 3 ans, on pourrait imaginer qu'une production soit dans ce département. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'il y a ce que vous faites en tant que chercheur créateur et chercheuse créatrice transforme continuellement le concept même, l'idée même qu'on se fait de la recherche-création. Puis je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre. Donc je vais dans le sens de Laurence. L'irrésolution, c'est la norme en recherche-création et il faut vraiment prendre ça comme une dynamique. Et je reviendrai un peu à la question de l'identité, c'est pareil, c'est une chimère d'essayer d'avoir une définition qui fasse consensus s'il n'y en a pas à cause justement de la diversité des projets et à cause de ce que tu as bien dit, Kevin, et que finalement, c'est peut-être l'histoire d'un livre qui s'écrira ailleurs, le projet, mais je dirais, pour avoir fait une thèse en recherche théorique, ma thèse en recherche théorique, c'est pas la thèse que je voulais faire. Voilà. Merci beaucoup à vous 4 de vous être prêtés à l'exercice.